Dans ce nouvel épisode d'En roue libre, je reçois Benoît Coulange, pilote professionnel de VTT de descente et membre du team Scott DH Factory. Bon, au début, quand j'avais mon semi-rigide, pour redresser les roues, c'était des coups de pied dans la roue arrière, parce que j'avais les V-brakes et je faisais un saut, en fait, si je atterrissais de travers, la roue tournait plus, quoi. Et jusqu'à, je pense, 2015, sur les Coupes de France, je dormais en tente, en fait. J'avais tout mon truc et je rentrais dans la voiture ou dans le camping-car de quelqu'un, et puis sur place, je dormais dans la tente. L'histoire de Benoît a tout d'une histoire qu'on adore entendre, celle d'un type discret, à peu près comme tout le monde, et profondément passionné de vélo, qui avait un rêve, réussir dans son sport et monter sur des podiums. Mais Benoît l'avoue lui-même, au début, il se contentait simplement de rêver à participer à des Coupes du Monde, et l'idée de les gagner était aussi réaliste que de vouloir devenir super-héros ou astronaute. Pourtant, il a progressivement gravi les échelons jusqu'à remporter 2 manches de la Coupe du Monde, celle des Jets en 2023, puis celle de Loudanviel en 2024. Et ouais, j'arrive en bas et je peux voir sur le tableau que c'est ouvert. Donc, incroyable feeling de gagner ma première Coupe du Monde au jet. Ouais, c'est encore plus beau que tout ce que j'avais imaginé parce que partir dernier, gagner sa première Coupe du Monde comme ça, c'est assez incroyable d'arriver, de savoir tout de suite. Et il y est parvenu non pas grâce à un talent inné ou des prédispositions sur le vélo, mais grâce à un travail acharné, un désir de progression permanent et une persévérance à toute épreuve, le tout nourri par un amour profond pour le vélo. Je pense à mon parcours, si t'es pas passionné, tu vas pas jusqu'au bout. Ou alors, faut être vraiment passionné de compétition. Enfin, faut vraiment avoir un esprit compétition pour... Je pense qu'il faut au moins un des deux, sinon on arrête assez vite. Le doute, l'échec, Benoît les connaît très bien et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est aujourd'hui capable de savourer pleinement ses accomplissements. Mais Benoît n'en a pas encore fini avec ses rêves, il en a encore plein d'autres en stock et dans cet épisode, vous découvrirez lesquels. Enfin, j'ai pas envie d'arrêter en fait, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Puis j'ai des rêves qui sont toujours pas réalisés. Donc Vous découvrirez aussi que son parcours au sommet de la descente mondiale n'avait rien d'une trajectoire toute tracée. Et je vous mets au défi, après avoir écouté cet épisode, de ne pas aimer Benoît et son histoire. Après, je rêvais juste de passer sur Red Bull TV pour que ma famille ou mes potes ils puissent me voir. On a enregistré cet épisode quelques jours avant sa 2e place sur l'étape de la Coupe du Monde de Loudanviel, à 2 dixièmes seulement derrière Lucas Shaw. Et dans cet épisode, Benoît Coulange est en roue libre. Dans les précédents épisodes, je vous ai parlé de Shifter, le sponsor d'En roue libre, et donc j'ai voulu me rendre dans un vrai magasin avec des vraies personnes comme Mehdi pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il utilise Shifter tous les jours. Moi, c'est Mehdi, cofondateur du Ravito 18, magasin de vélo, atelier de réparation, lieu de rassemblement pour les passionnés du cycle. Shifter nous fait gagner du temps en équipe, autant sur la partie réparation que sur la partie vente, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Également sur le réassort, on a des messages d'alerte lorsque notre stock est en dessous du seuil respectable, on va dire. Ça nous permet de faire des rentrées de stock et de faire des commandes assez automatisées. Et c'est un gain de temps énorme pour nous. Ouais. On va pouvoir créer des devis, les envoyer directement via la plateforme et on va pouvoir faire le suivi de la clientèle autant sur la partie réparation que la partie vente. C'est un tout en un. On a tout à disposition avec un seul logiciel. Bon, si comme Mehdi vous voulez optimiser la gestion de votre shop, rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre avec le code enroulibre30 et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement. Et chaque mois, Shifter tirera au sort un magasin qui aura utilisé le code et lui offrira 1 an d'abonnement offert. Merci d'avoir regardé ça et retour à l'épisode. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Benoît Coulange. Bon Benoît, Loudanviel, il y a une petite histoire ici ? Beaucoup d'histoires, ouais. Tu peux nous raconter un peu ? Ouais, je vais commencer par la première année. Donc Loudanviel, c'était une nouvelle piste. J'étais très en forme, on va dire. Et donc nouvelle piste. Comment je peux raconter ça ? Donc en gros, moi je gagne la qualif à Loudanviel. Ça fait plusieurs fois moi que je gagne des qualifs en Coupe du Monde. J'ai jamais réalisé mon plus grand rêve de gagner une Coupe du Monde. À cette époque-là. À cette époque-là, ouais. Donc 2023. Et à chaque fois que je gagne une qualif en Coupe du Monde, ça se passe à peu près bien jusqu'à ce que je tombe.
Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment différent parce que je suis vraiment très confiant. Donc, je gagne la qualif, je gagne la semi finale. Et en semi, j'étais surpris de gagner parce que j'avais vraiment pas très bien roulé, beaucoup d'erreurs et même une grosse erreur. Donc, pour le run de course, le run final, je suis super confiant. J'ai l'impression que c'est presque sûr que je vais gagner cette course et que je vais peut-être enfin réaliser un rêve. Je sais pas pourquoi, mais à ce stade, on peut quand même dire que avec ce que tu dis, on peut prédire la suite, quoi. Ouais, mais bref, ouais. Et même, en fait, le start ici, le départ de la piste, il est sur un plateau là-haut et on n'entend pas d'ambiance de la piste. C'est un peu, on peut presque se sentir comme sur une régionale. Donc, j'avais moins cette pression qu'à d'autres courses parce que avant ça, j'avais gagné la qualif à Leogang, par exemple. Et là, on a plus le stress. C'est une course qu'on a bien vu à la télé. Déjà, ici, c'est une nouvelle piste. Donc, enfin bref, j'avais beaucoup plus de pression. Et donc, pour ce race run, ça se passe plutôt bien, on va dire. Il me semble que c'était Loïc qui était sur le haut de site. Bon, bref, moi, quand je roule, je le sais pas. Et je sais que les splits étaient très proches de Loïc. Et au final, je finis par tomber dans les derniers virages en bas de la piste. Donc là, c'est un peu, pour moi, en termes d'émotion et de comment je me sens, c'est très dur parce que ça fait plusieurs fois que je gagne une qualif et que je sens que je suis vraiment proche de cette victoire et de ce rêve et que j'ai l'impression qu'on m'enlève ce cadeau au dernier moment quand tu peux vraiment presque l'attraper. Donc, sur le coup, ouais, c'est très dur. Et en même temps, dans ces années-là, il y a des pilotes qui sont très très forts, comme Loïc, Amaury et d'autres. Et quand c'est leur week-end à eux, pour moi, je ne me sentais pas du tout de les battre quand c'est un week-end où ils sont, on va dire, en pleine confiance. Et là, à Loudanville, c'était un week-end où s'il y avait un peu cette ouverture, du coup, j'ai l'impression de louper cette opportunité où c'est un week-end dans l'année où il faut être là parce que ils sont un petit peu moins forts et tu peux être devant eux. Alors qu'il y a des fois, ils font des runs historiques et on va pas aller les chercher ce week-end-là. Donc pour moi, c'est très dur parce que il y en a pas beaucoup des week-ends comme ça où il y a ces opportunités et avoir la possibilité d'être proche d'une victoire et de pas le réaliser, c'était très dur. Ouais. J'avais l'impression que ça allait jamais arriver et que j'allais peut-être avoir dans ma vie que quelques opportunités comme ça. Et j'étais vraiment déçu de moi de gâcher encore une fois cette opportunité. Qu'est-ce qui t'a manqué? Ou qu'est-ce que t'as eu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu analyses un petit peu ce qui s'est passé. Bon, déjà, il y a absolument rien de sûr avant de passer la ligne d'arrivée que tu gagnes. Donc, on ne sait pas ce qui se serait passé après. Ça se trouve, j'aurais fait deuxième ou troisième ou peut-être plus loin. Mais c'était assez... Enfin, moi, j'avais l'impression de faire bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment eu de loupé. En général, je suis pas un genre de pilote qui tombe trop sur un race run. Je suis remonté voir où je suis tombé et c'était pas vraiment compréhensible. Il y a plusieurs... mais en même temps, il y a plusieurs pilotes qui sont tombés à cet endroit-là. Je me souviens de Charlie Hatton qui s'était cassé le poignet. Et là, ce week-end, une fois de plus, on a essayé de progresser avec tout le team, mon team d'Orval. À l'époque, c'est que s'il y a plusieurs pilotes qui tombent au même endroit et qui peuvent m'en informer, dans certaines conditions, on a essayé de mettre en place des choses pour
pour que l'information arrive jusqu'à moi et que voilà, peut-être que je fasse un peu plus attention sur le passage en question. C'est l'optimisation un peu. Et tu penses qu'il y avait un excès de confiance de ta part, justement? J'ai pas. Comment je le raconte, ça peut peut-être faire cette impression, mais je pense pas que quand j'ai roulé au-dessus de mes limites. J'ai pas senti, euh, et même dans ce passage où je suis tombé que que j'ai roulé au-dessus de mon niveau. J'ai pas eu cette impression cette fois-là. Ouais, après, on peut imaginer, pour avoir vu, par exemple, des pilotes, et je pense notamment à Loris, qui était genre à ça de gagner, et dans l'un des derniers virages, boum, il se met au tas, et là, tu te dis: «Ah merde». Ouais. Hem, Mais quand nous on roule, on connaît pas notre temps. On n'est Bien sûr. pas. Donc c'est. Vu de l'extérieur et de l'intérieur, c'est vraiment différent. On peut avoir l'impression qu'un rider, il est en excès de confiance parce que ses chronos sont bons, mais lui, quand il ride, c'est peut-être pas la sensation qu'il a. Ouais. Non, mais c'est plutôt, OK, je gagne la qualif, je me Ouais. sens bien, je suis hyper confiant, et parfois on a tendance à se dire: «OK, à partir du moment où tu as pas un excès de confiance, mais tu es hyper confiant, c'est peut-être là où il faut». Mais Mmh. bon, moi je suis là et toi tu es là, donc c'est C'est dur. Avant Lou d'Anviel, donc j'avais gagné la qualif aller au gang, et j'étais aussi tombé en finale avec. J'avais une grande avance avant de tomber. Enfin, une grande avance pour moi, c'était presque 1 seconde 5, je crois, et que je tombe pareil dans le dernier bois. Et pareil, j'ai pas eu l'impression que j'avais eu un excès de confiance. Et bon, j'étais tombé. Petite erreur, c'est je déclipe le pied dans un virage, et au virage d'après, je pense que j'ai reclippé, et en fait, j'avais pas reclippé, et au moment de tirer le vélo, en fait, enfin bref, je perds l'équilibre, et c'est fini, quoi. Et la fois d'après, il me semble que j'avais gagné la qualif au championnat du monde des jets, et là, c'était l'inverse, j'avais roulé vraiment trop lentement en finale, quoi. Et c'était pareil, un week-end qui comptait beaucoup pour les Français, championnat du monde au jet, et avec énormément de fans qu'on remercie d'être venus nous encourager, mais c'était une sacrée expérience. Ouais. ouais, c'est toujours une C'était expérience au dur jet. de comprendre pendant le race run, d'analyser si on était vraiment vite ou pas. Il y avait tellement de bruit et d'ambiance que c'était un peu déroutant. Mmh. Hem, D'ailleurs, attends, est-ce que tu arrives, enfin, je sais pas, c'est pas un applaudimètre non plus, tu vois? C'est pas genre, plus il y a de bruit et plus tu es bien placé? Enfin, je sais pas, comment tu ressens ça? Comment tu sens, de l'intérieur le bruit sur le bord de la piste? Je sais pas, toutes les personnes qui essaient de faire des vidéos et de filmer des crashs, ils crient fort quand même dans leurs vidéos pour essayer d'encourager les pilotes. Pour faire des vues? Donc forcément, tout a une influence sur nous, et même si on essaie de maîtriser au maximum le maximum de paramètres, là, il me semble qu'il y avait plus de 50 000 personnes sur la DH, qui est d'habitude, si on dépasse les 20 000, c'est déjà énorme. Et quand c'est une aussi grosse différence, enfin moi, j'avais pas été capable du moins de faire abstraction totale de cette ambiance, et du coup, forcément, je pense que ça a influencé. Et quand tu roules et que t'entends vraiment du monde qui t'encourage, t'as quand même l'impression, enfin, ça fait une sensation de vitesse dans tous les cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. On a l'impression de rouler vite et de faire un beau passage. Tu veux dire que je sais pas, ça te galvanise, ça te chauffe, quoi? Ouais, non, c'est comme un retour qu'on a. Quand on roule en vélo, des fois, les suspensions, elles tapent, et on a un retour que ça tape. Et là, le bruit, c'est un retour, enfin, l'ambiance, c'est un retour comme quoi tu vas vite. Parce que en général, par exemple, au training, en général, il y a que quand tu fais un beau passage que ça crie vraiment fort, par exemple. Même si souvent, il crie pour tout le monde. Mais je veux dire, Ouais. c'est
Ouais, quand c'est vraiment fort le bruit, c'est enfin moi c'est déroutant un peu. Ouais, après j'imagine que c'est, le fait d'être français, forcément au jet, Ouais. d'être dans les derniers à partir. Il y a forcément ce Mmh. truc-là et forcément ça te chauffe. Voilà, mais du coup, enfin moi je pense que j'avais pris un mauvais rythme sur la descente, ouais, et j'étais un peu plus loin qu'espéré après avoir gagné la qualif, ouais. OK. Bon, si on revient à l'histoire de Loudanviel et à comment, tout ça s'enchaîne, hem, qu'est-ce que ça, a déclenché ou qu'est-ce que ça a changé chez toi, du coup, cette chute et les conséquences que ça a eu derrière? Hem, donc là, c'est un peu complexe parce qu'on est en pleine saison de coupe du monde, donc moi après ça, l'objectif c'est toujours de digérer le plus vite possible et de passer à la course suivante. Heu, En ayant discuté avec, un peu les personnes qui m'entourent, tout le monde avait quand même l'impression que je faisais les choses bien et que si tu essaies de passer ton temps devant, il y a un moment ça devrait marcher et donc moi, l'objectif à ce moment-là, c'est de vraiment conclure ça et de passer au week-end suivant qui est léger. Hem Et de rester focus sur essayer de gagner ma première coupe du monde. Donc en soi, moi ça enfin, j'ai pas eu l'impression de vraiment changer. Comme je t'ai dit, après la chute, on a mis une chose de plus dans le système du team, comment il marche et du coup, ensuite, on arrive au jet et les jets, là, c'est beaucoup plus de pression qu'ici à Loudanviel parce que toute une histoire autour et puis beaucoup plus de fans encore. Hem, L'année d'avant, je gagne la qualif donc c'est aussi je me dis: «Peut-être que je peux remettre ça ce week-end» et donc je gagne aussi la qualif et la semi-finale au jet. Ah! Donc là, je suis plus du tout dans le même état d'esprit qu'à Loudanviel, en fait. J'ai une pression qui est énorme. J'ai du mal à la contenir, hem, parce que l'histoire se répète. Je gagne, qualif, je gagne semi, ça fait plusieurs fois que ça arrive et en finale, ça s'est jamais passé comme je voulais. Donc en tant qu'athlète, on essaye toujours d'essayer de voir vraiment de se concentrer, de voir sur les choses positives et ce qu'on peut faire pour gagner quoi qu'il soit arrivé avant et moi je crois fortement que les histoires ne se répètent pas. Mais quand il y a des personnes qui viennent te voir et qui disent: «On aurait peut-être préféré que tu gagnes pas la semi pour que peut-être ça se passe mieux en finale, pour pas partir dernier», tu le ressens quand même, donc c'est assez dur. Et bref, comme je l'ai répété avant, moi, c'est un de mes plus grands rêves et je veux vraiment que ça se réalise et j'ai une autre opportunité encore une fois et je veux vraiment le réaliser. Ah, je pense que beaucoup de monde en plus, voulait que je gagne, je pense. Et souvent, on aime bien supporter un peu les, numéros 2, on va dire, ceux qui ont jamais réussi à gagner ou qui, entre guillemets, «galèrent» un peu plus. Début de semaine, je crois que c'est, donc à Loudanviel, Commencal Mukov, ils ont tous leurs, pilotes qui sont, blessés. Donc Max Commencal, il vient me voir en début de semaine au jet, il me dit: «Écoute, Benoît, si tu veux te faire plaisir ce week-end, faut pas hésiter, nous, tu chez les gars, tu presque notre dernier pilote, donc mets du gaz». Donc c'est ouais, des ça te met un peu la pression, quoi. Même si pour lui, c'est une manière de dire qu'il est derrière toi et que qu'il te supporte à fond, quoi.
Donc c'est plein de choses qui te mettent beaucoup de pression. Et je m'en souviens pour ce run de course, ce run final. Même si j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de limiter le stress, c'est-à-dire qu'en début de semaine, j'ai fait exprès de vraiment prendre mon temps sur la piste, de ne pas faire de time training, de beaucoup de choses pour pas avoir l'impression que ça peut être encore un week-end et limiter tout stress. Je monte du coup sur ce télésiège qui est très long au jet, qui met presque 20 minutes en haut, avec mon mécano, et je me souviens que là, je perds vraiment mes moyens et que je suis à la limite de pleurer. Enfin, j'ai vraiment les émotions qui montent parce que, voilà, moi, j'en ai rêvé toute ma vie de pouvoir gagner une Coupe du Monde, et puis j'ai gâché quelques opportunités et je veux absolument que ça arrive. Donc voilà, j'arrive en haut au start. Donc là, c'est hyper dur parce que je suis plus du tout focus dans mon race run et j'ai beaucoup de stress et beaucoup d'émotions en haut. Je tremble. Et nous, dans le team, avec Dorval, on a une façon très particulière, c'est qu'en haut, on a notre kiné coach, donc qui est Adrien Blacher, et puis on en a d'autres, il se relaie, qui fait notre échauffement, en fait. On n'est pas comme la plupart des pilotes, en fait, ils arrivent en haut, ils ont un programme d'échauffement, ils le suivent, ils font leur sprint, leur pompe, tout ça, et go dans leur visu, et go dans le... Et nous, c'est plus des jeux, en fait. On joue pour réveiller un peu nos sens, s'échauffer de manière à que ça... Moi, ça marche très bien parce que ça me met tranquillement dans ma bulle, et en même temps, on pense à autre chose que la course, le stress, tout ça. Et je sais que quand j'arrive en haut, Yannick, qui est mon mécanicien à ce moment-là, il a toujours une petite discussion avec Adrien pour lui expliquer un peu comment il me sent à ce moment-là. Bon, là, de toute façon, je pense qu'il y a pas vraiment eu besoin de discuter. J'étais vraiment pas bien, et du coup, j'ai juste dit qu'à Adrien, je voulais arriver vraiment au dernier moment dans la cabane de départ pour avoir le minimum de temps à attendre et partir pour mon race run de course sans avoir le temps de trop penser. Donc on fait l'échauffement, et heureusement, j'arrive à bien me mettre dans ma bulle et le stress passe un peu. Faut savoir qu'au jet, quand on est au départ, quand un pilote part, on l'entend descendre toute la montagne, on entend le bruit et la foule descendre, donc c'est tout un environnement on sait qu'on est là pour une grande course. Donc ouais. Beaucoup de pression, et puis voilà, hein, je pars dans mon race run qui se passe plutôt bien. On me demande beaucoup si c'est un meilleur run, et non, j'ai beaucoup géré pendant la descente. Et ouais, j'arrive en bas et je peux voir sur le tableau que c'est ouvert, donc incroyable feeling de gagner ma première Coupe du Monde au jet. Là, c'est encore plus beau que tout ce que j'avais imaginé, parce que partir dernier, gagner sa première Coupe du Monde comme ça, c'est assez incroyable d'arriver, de savoir tout de suite. On est la dernière personne à pouvoir décider de la course. Et ouais, pouvoir partager ça avec autant de fans. La plupart de mes proches étaient là. C'est en France pour un Français. Enfin, c'était juste ouais, magique, incroyable. Surfer sur la foule, avoir tout ça, et puis même après, en fin d'après-midi, faire la fête avec tous les fans. Enfin, c'était incroyable. Ouais, les jets, ça a toujours quelque chose de spécial. Puis il y a eu le 1, 2, 3, il y a eu plein de trucs aussi. Ouais. Un tout petit mot avant de reprendre cet épisode. Comme vous pouvez l'imaginer, je passe un temps de fou pour vous proposer des épisodes toujours plus passionnants. Alors, si vous voulez m'aider à développer en roue libre, vous pouvez faire un truc tout simple et qui vous prend 1 seconde, c'est de vous abonner. Ça m'aide à trouver des partenaires et du financement pour continuer, et à recevoir des invités de qualité dans En roue libre.
Merci pour votre soutien. Place à l'épisode. Donc là, par exemple, pendant ce race run, tu as beaucoup géré, mais est-ce que tu étais, je sais pas, euh, tu étais en état de flow ou vraiment tu contrôlais? Je me fais toujours une espèce de stratégie avant mon race run. Et donc là, le format, à cette époque-là, on avait la semi le matin et il y avait 2-3 passages où j'avais vraiment eu l'impression que j'avais été déjà limite de tomber ou de faire une grosse erreur. Et du coup, j'avais vraiment quelques passages où je voulais vraiment être sûr de sortir du passage. Donc, je pense pas être passé à la meilleure vitesse, quoi. Mais au moins, j'ai pu faire les passages. Et après, à propos du flow, je m'estime assez chanceux parce que j'ai toujours des grandes parties de race run où je me considère un peu dans cet état de flow. C'est-à-dire que c'est souvent que quand j'arrive en bas, il y a des parties de mon run que j'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est passé. Et que c'est qu'en regardant les images, je me dis « Ah oui, j'ai fait ça » ou je me souviens plus trop de comment j'étais exactement pendant le race run. Mais en bas, j'avais envie de savoir, ouais. J'avais envie de savoir. Et puis même, ça m'a permis, par exemple, en regardant après, j'ai vu que donc Kolb, qui a fait 2e, il avait fait une grosse faute sur le bas et il était bien en avance sur moi au niveau des temps. Et en fait, avec ces grosses fautes, je repasse devant lui. Et c'était vraiment une zone que j'avais identifiée comme dangereuse et que j'avais managée. Donc, voilà. En tout cas, ça suffit pour gagner. Et du coup, Max était content. Oui, Max était très content, ouais. Qu'est-ce que ça t'a... Enfin, tu disais que c'était ton plus grand rêve. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça... Ouais, est-ce que ça a changé des choses pour toi sur ton approche, sur le fait que tu t'es senti capable que enfin, ça y est, c'était venu? Ouais, en fait, à la fin, être capable de tout ça, je m'en foutais un peu. Je voulais vraiment ce résultat. Et c'était vraiment l'aboutissement pour moi de toute une période de ma carrière où je suis parti, je pense, beaucoup plus loin en termes de talent et d'aide que, par exemple, un Loïc Bruni ou d'autres grands pilotes. Où quand je suis arrivé en Coupe du Monde les premières années, mon principal objectif, c'était juste de passer les qualifs. Et à l'époque, c'était top 80. Et quand on était 80e, on était à 15-20 secondes du premier. Donc, gagner une Coupe du Monde, c'était même pas un objectif, c'était même un rêve un peu... Enfin, j'y pensais pas, quoi. C'était pas... Comment dire? Oui, c'est un rêve, mais plus un rêve comme on pourrait devenir un super-héros, quoi. C'était pas... Ouais, ou astronaute, quoi. ou astronaute. C'était pas vraiment... Enfin, pour moi, c'était pas quelque chose de réalisable. Enfin, je me posais pas la question, en fait. Et chaque année, je voulais absolument progresser. J'ai toujours voulu progresser, jusqu'à 2020, où là, je me suis approché des podiums. Et là, je me suis vraiment permis de croire et de rêver de pouvoir gagner une Coupe du Monde. Et tout ce travail pendant toutes ces années. Et ouais, gagner cette Coupe du Monde, c'était vraiment un aboutissement. Et pour moi, j'ai ressenti comme si c'était une sorte de cadeau à toutes les personnes qui m'ont aidé pendant toutes ces années-là, en fait. Et en plus, enfin, je suis hyper fier parce que on a vraiment, je trouve, gagné cette Coupe du Monde en tant que team. Tout le monde dans le team d'Enva, tout le monde a sa part. Et je pense que tout le monde l'a ressenti. Et c'était vraiment
quelque chose de fort pour moi. Mmh. Et même quand je regarde les images de cette victoire, souvent j'ai vraiment les émotions. Je peux voir mon run, tout ça, et j'ai vraiment les émotions quand à la fin la caméra elle montre Yannick et Adrien qui se sautent dans les bras dans la cabane de départ. À chaque fois, c'est toujours les émotions à ce moment-là. Bah, même maintenant, hein. Ouais, même maintenant. Mais même après la victoire, ça a été une semaine où c'était très, très bizarre. J'étais un peu sous l'émotion parce qu'en fait, c'est arrivé, mais ça n'arrivera plus jamais pour moi. Tu vois, c'est comme un événement qui, ça pourra plus jamais se passer, quoi. Du coup, c'était un peu presque triste pour moi parce que tout ce chemin que j'ai fait, je l'ai vraiment apprécié et ouais, c'était vraiment vraiment à la fin pour cet objectif et ça m'a pris du temps. J'ai eu beaucoup de sortes d'échecs quand je suis tombé, tout ça et voilà. Et puis, ouais, de la manière dont ça s'est passé, je suis très reconnaissant parce que c'était incroyable. Ouais, et puis, j'ai l'impression que tu es reconnaissant parce que tu sais ce que ça coûte Ouais. d'arriver là. Tu sais ce que ça coûte en termes de, en termes de déception, et forcément tu savoures d'autant plus le succès. Oui, voilà, ouais. Et c'est sûr que la semaine d'avant, je venais de tomber, d'être proche de cette victoire et toute cette histoire, ça a été vraiment des montagnes russes émotionnellement, ouais. Hem, Est-ce qu'on fait, Loudanviel 2024 tout de suite? Bah, vas-y, quand même. Ouais, 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 Loudanviel 2024. Loudanviel 2024, donc ouais, là aussi beaucoup d'émotions. Donc 2024, on sait que ça sera la dernière année du team d'Arvalem Commensal. Moi, c'est comme ma famille, ça fait 11 ans, il me semble. 2014, la première année du team. Même si au début, c'était rattaché à un club, c'est plus un rassemblement de privateurs qui vont faire les Coupes du Monde, et puis ça a évolué jusqu'à ce que c'était à la fin. Toute une histoire où je pense que les personnes qui ont été dedans sont très fiers parce qu'on a vraiment avancé. Bref, c'était incroyable. Et donc, cette année-là, moi, je suis en pleine réflexion et négociation pour trouver un nouveau team, ce que j'ai jamais vraiment fait. Euh, donc, dans ma tête, j'ai beaucoup de réflexions, je me pose beaucoup de questions, dans le sens où comment, où est-ce que je vais atterrir l'an prochain, comment je peux faire en sorte de garder une partie de mon équipe qui marche très très bien, de mon staff. Dans quel team, comment ça peut aller, tout ça, etc. Au niveau résultat, ça se passe super bien. Cette année-là, j'ai fait tous les podiums des courses internationales, sauf 2, donc ça se passe super bien. Et la semaine avant Loudanviel, il y avait les championnats du monde en Andorre, où pour la deuxième fois, je suis vice-champion du monde. Pour des cacahuètes. Pour il me semble que c'était un peu plus d'un dixième. Je me retrouve pas champion du monde. Donc, une fois faire deuxième de proche, on est content d'être sur le podium. Mais la deuxième fois, c'est quand même dur aussi parce que avoir un titre, c'est quand même aussi une chose que j'aimerais bien avoir. Et oui, j'étais très proche. Donc, j'arrivais à Loudanviel et en fait, j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à dormir. J'arrive pas du tout à dormir.
Donc je suis très fatigué, sur les nerfs. J'ai l'impression de pas être moi-même. Et ouais, il se passe beaucoup de choses dans ma tête parce que même vu que je parle avec d'autres teams, il faut que j'essaie d'autres vélos. Et en fait, pendant les soirs de course, Yannick, il mesure les autres vélos. Donc il y a des vélos d'autres marques qui rentrent dans l'appartement et qui sont mesurés parce que je suis grand. Et on veut être sûr que, enfin, je veux dire, avant d'avoir des discussions sérieuses, que ça soit à ma taille, enfin, sinon c'est pas, on fait perdre du temps à tout le monde. Donc en fait, dans ma tête, il se passe un paquet de choses qui fait que la nuit, en fait, c'est pas que vraiment que je suis stressé, c'est juste que mon cerveau, il réfléchit, et j'arrive pas du tout à dormir. Et donc, Loudanviel, donc c'est un week-end très particulier. Les premiers entraînements, ils sont un peu annulés, il me semble, à cause de la boue. Ensuite, il fait super beau, donc la piste sèche, et je me réveille. Il me semble que je fais une qualif. Je pense que la semi est annulée, et il n'y a que la qualif, et je me qualifie 15e. Et le jour de course, je me lève, parce que encore une fois, j'ai pas dormi. Et là, je sens vraiment que je suis en train de devenir complètement fou. Je sens que je suis plus moi-même et que j'avance avec une énergie qui est bizarre. Et donc, en me levant, j'essaie de voir kiné. Le kiné, et je lui demande de trouver des somnifères pour la nuit après la course parce que, en fait, j'ai un gros stress. C'est que le lendemain, je dois faire 8 heures de voiture tout seul et je veux pas me tuer en voiture en m'endormant au volant. Et, et pour moi, c'était la source de stress de la journée. Donc là, on est quand même le matin de la Ouais. course. Et là, tu te dis, il faut que je prenne des somnifères pour bien Il faut que je dormir. trouve un moyen de dormir le soir pour rentrer le lendemain sain et sauf. Et moi, je sais que pour un race run, me concentrer 3 minutes, je vais y arriver, c'est pas trop long et je vais faire ce qu'il faut. Et du coup, c'est aussi le dernier week-end de course avec mon team d'Orval en Europe. Donc, il y a une fête qui est préparée pour le soir. Il y a Louis, un des boss de Dorval, qui est là aussi sur la course. Et je sais plus où je veux en venir. Donc il y a aussi toute cette émotion que la tente bleue, ça va être la dernière fois que je vais la voir. Et donc voilà, enfin, c'est toutes des raisons pour lesquelles j'ai du mal à dormir aussi. Donc cette journée-là, vu que j'ai très peu dormi pendant la semaine, l'objectif c'est de me reposer un max. Donc je fais mes entraînements, le maximum de sieste. Je suis même pas trop au courant qu'ils annoncent la flotte. Enfin, je suis plus du tout focus là-dessus. Et en fait, donc, je monte au départ pour le race run et il se met à pleuvoir. Même c'est une tempête là-haut. Enfin, il y a du brouillard, du vent et tout, c'est l'enfer. Et mais Yannick avait tout prévu. Mon mécano, il a fait vraiment des réglages très spécifiques, dont certains qu'on n'avait jamais essayé pour ce run dans le déluge. En fait, on avait tiré des conclusions après les gestes année-là qui avaient été aussi un déluge. Et on s'était dit qu'il fallait faire des choses. Et moi, je fais totalement confiance en mon équipe entière, mais aussi Yannick, mon mécano. Et il m'a fait des réglages très particuliers pour le race run sans que je sache vraiment. Moi, Comme par exemple, tu as une idée? ouais, on est descendu très bas en pression de pneus. Il a rendu le cadre le plus flex possible.
Après, il y a tout ce qui est pour conditions, la vision, les garde-boue, tout ça. Moi, avant mon race run, j'ai juste le temps de recevoir la vidéo de la première personne qui est descendue. Et là, c'est marrant parce que j'ai tellement pas le temps de vraiment voir le truc, la vidéo, que j'ai mis mon doigt sur le curseur et j'ai juste avancé pour voir rapidement les 2-3 points qui me faisaient un peu peur. Et puis voilà, go dans la cabane de départ. Et puis j'étais bien focus, pas beaucoup de pression, parce que c'est toujours marrant enfin, moi, en sensation, quand je fais un race run sous la pluie, j'ai vraiment l'impression d'être isolé du monde. Le fait qu'il y ait ce bruit de pluie, on a vraiment l'impression d'être vraiment tout seul sur la montagne et de juste presque rouler pour le plaisir. Il y en a qui vont rigoler parce que c'est sous la pluie, mais Rouler pour soi. je trouve, par exemple, j'ai l'impression que ça te met plus facilement dans un état de flow. Ça calme vraiment la plupart des bruits extérieurs. Et quand on traverse les flaques à fond, ça fait toujours un bruit particulier. On a l'impression qu'on va vite. C'est assez gratifiant, on va dire, comme feeling. Et le race, enfin, le run se passe super bien. J'ai méga bien roulé. Et j'arrive en bas avec 5 secondes d'avance. Et là, on voit que je suis complètement cuit, en fait, parce que j'ai même pas la force de célébrer, quoi. Je me souviens, je me penche juste sur les fans qui sont au bord de la barrière, et voilà, quoi. Je suis complètement cuit, en fait, de ma semaine. Et voilà, c'est, ouais, deuxième victoire en Coupe du Monde. Et là aussi, beaucoup d'émotions, parce que dernière course en Europe avec le team, et c'est encore un cadeau que je suis hyper fier d'avoir pu offrir. Ouais, donc Louis Hébert, qui était un des boss de la compagnie Dorval, du coup, Asset Management, est venu. Il vient sur quelques courses dans l'année, et j'ai gagné que 2 Coupes du Monde dans ma vie, et qu'il soit là sur une des 2 courses, c'est quand même incroyable. Et moi, j'aimerais comprendre quand même, parce que j'aimerais comprendre ton histoire. Ouais. Que tu nous en parles un petit peu, parce que ce que j'entends, c'est que tu as réalisé quelque chose qui était même pas à la base un rêve, mais juste un truc un peu fou. Ah, ça serait génial de gagner une Coupe du Monde, mais comme voilà, comme moi je me dis, j'en sais rien, d'autres trucs comme ça, quoi. Mais c'est quoi c'est qui Benoît Coulange, gamin, qui fait du vélo? À quoi il ressemble? Il s'intéresse à quoi? Il roule avec quoi? Il ressemble pas à grand chose, déjà, parce que Ah, t'inquiète, pareil, tout le monde pareil. non, j'ai commencé à rouler avec la dorsale entière sur le maillot. Non, en fait, j'ai toujours fait du vélo. Depuis tout petit, enfin, dans les chemins, sur la route. Mon père fait pas mal de vélo de route. Et puis, c'était souvent qu'on allait même chez des amis, on emmenait les vélos, et puis au lieu de faire une balade à pied comme la plupart des gens, on allait faire une balade en vélo. Même si j'ai essayé beaucoup de sports, je suis toujours revenu au vélo. Et petit, je m'en souviens, au bout d'un moment, mon père m'a dit: Mais tu veux pas aller dans un club de vélo, vu que tu fais toujours du vélo? Et moi, j'ai dit: Oui, je veux bien, mais je veux qu'on m'aide à faire des sauts, tout ça, parce que quand on est petit, souvent, c'est ce qui nous attire, c'est de faire des sauts. Donc, j'ai fait 2 ans de BMX vers 13-14 ans, je pense. Et ensuite, j'ai eu des problèmes de dos, donc le médecin voulait plus me signer de licence. Sauf qu'au lieu de faire que du BMX le samedi après-midi, je faisais du vélo tout le week-end, quoi. Et voilà, ouais, toujours sur le vélo. Puis je m'en souviens, on avait un petit champ de boss, bike park à côté de la mairie, quoi. Quelques sauts, et puis
vu que je m'ennuyais un peu parce que j'avais passé toutes les bosses, bah, j'essayais de les passer en sens inverse. Puis quand j'y arrivais pas, j'attendais d'avoir le vent de dos pour m'aider à les passer en sens inverse. Pour après pouvoir les refaire sans le vent. Enfin bref, ouais, j'ai toujours fait beaucoup de vélo et au début, je traînais dans les bois, essayais de faire des petits sauts, tout ça. Et à un moment, avec mon père, on est allé faire, on allait louer des vélos de descente au jet, donc j'avais vu un peu ce que c'était la descente. Et en rentrant, je m'étais fait une mini descente dans le bois derrière de chez moi qui faisait 10-15 secondes. Et je faisais même ça avec le BMX et le frein arrière. Et voilà, et après j'ai commencé, j'ai eu un semi-rigide. C'était un Scott d'ailleurs, un Voltage, qui est rapidement, je l'ai gardé longtemps. Je sais plus quel âge j'avais, mais 4-5 ans, je l'ai gardé. Donc trop petit pour moi, je faisais déjà cette taille, c'était un semi-rigide en taille M. Et en fait, je faisais quelques petites courses, TRJV, des choses comme ça, Avalanche Cup de Lyon. Jusqu'au jour, en fait, où j'ai fini par revenir dans un club de vélo à Irigny, et qui est à côté de Lyon, et ils organisaient une petite course, c'est même pas une course régionale, d'1 minute, et tu peux tu peux être performant dessus en semi-rigide, en vélo d'enduro ou en vélo de descente, les 3 forces, ça marche. Et en fait, j'ai limé la piste pendant un été entier. J'étais en cadet 2e année. Et à cette course, il y avait Simon Riva et Florent Poilane. Je pense pas que la plupart des gens connaissent pas, mais il me semble qu'ils ont fait 1 ou 2 Coupes du Monde. Et Simon, il revenait d'une Coupe du Monde aux États-Unis, de vélo de descente. Et moi, j'ai réussi à gagner la course. Et avec ce semi-rigide qui était un peu pourri. Et en fait, là, mon père m'a dit « Ok, t'as prouvé que tu sais rouler vite, maintenant je vais t'aider à acheter un DH ». Donc j'ai eu mon premier DH en première année junior. C'était quoi? C'était un Commensal V2. Il me semble il était rouge, ouais. Et en fait, mes parents ont toujours été derrière moi. Enfin, ils regardent toutes les courses, les chronos, tout ça. Mais ils étaient pas du tout du milieu de la descente et ils ont pas trop la main mécanique. Donc ils comprennent pas trop le budget mécanique, tout ça. Donc j'ai toujours fait avec le minimum. Et première année junior, j'ai juste fait les courses régionales, les coupes Rhône-Alpes autour de chez moi, avec d'assez bons résultats. Et en fait, la 2e année junior, j'ai commencé à faire quelques coupes de France, championnat de France. Et Claude Pierre, qui est le team manager du team d'Orval, à ce moment-là, il m'avait repéré un peu. Et il a été un peu forcé Manu de me sélectionner à une Coupe du Monde. Donc Manu Hubert. Manu Hubert qui est sélectionné dans l'équipe de France, ouais. Et du coup, Manu m'avait emmené sur ma première Coupe du Monde à Val d'Isère. C'était pas loin, au moins. Là, j'étais comme un fou parce que je voyais toutes les superstars, tout ça, et moi, bah, avant ça, je suivais la Coupe du Monde, mais pas non plus énormément, quoi. Et je me souviens, enfin moi, j'avais pas beaucoup de moyens, et je suis arrivé à cette Coupe du Monde qui était fin juillet, il me semble. Et j'avais toujours les pneus d'origine sur le DH que j'avais acheté, que j'avais reçu en février, quoi. Voilà, la honte. Et je me souviens, c'était bon, cette année, on avait beaucoup roulé dans la boue, donc j'avais mis un peu les pneus boue, mais bon, c'était à l'époque où les pneus ils tenaient longtemps, alors que maintenant on les change presque à la fin de la première journée d'entraînement sur une Coupe du Monde. Et du coup, Sylvain Ruel, qui est un mécano de l'équipe de France, m'avait trouvé des pneus pour pouvoir rouler. Mais voilà, c'est un peu comme ça s'est fait étape par étape. Et par contre, je me suis vraiment beaucoup débrouillé moi-même. Pour aller sur les cours, je me suis arrangé avec d'autres parents. La mécanique, j'ai appris. Enfin, c'est beaucoup vient. Ouais,
j'ai appris tout seul, quoi. Mmh. Bon, au début, quand j'avais mon semi-rigide, pour redresser les roues, c'était des coups de pied dans la roue arrière, ouais, parce que j'avais les V-brakes et je faisais un saut, en fait, si je atterrissais de travers, la roue tournait plus, quoi. Mais c'est marrant parce que le parcours que tu décris, j'ai l'impression que c'est vraiment un parcours, enfin, que beaucoup, ont suivi ou pourraient suivre. Enfin, c'est, on sent que t'as pas, enfin, tu pas né à Morzine, ton père, est pas shaper, tu vois, sur des pistes, ou il a pas été champion de descente lui-même, dans les années 90. Heu, enfin, tu viens de nulle part globalement. Hem, Ouais, et puis à Lyon, moi, j'habite dans les Monts du Lyonnais, à l'époque, il y a personne qui fait la descente, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas un top pilote à qui se référer un peu, ou même moi, j'ai pas du tout les contacts. C'est-à-dire que là, après la première année junior où j'ai fait que les courses régionales, j'avais l'impression qu'il y en a qui s'arrangeaient pour aller sur les coupes du monde. À l'époque, ils payaient un peu, des teams juste pour avoir pour avoir le nom, en fait, dans le team et pouvoir participer facilement aux coupes du monde et pas attendre une sélection ou les points UCI. Et j'entends des histoires un peu comme ça, mais je suis pas trop au courant. ouais, tu pas dans les Comment plans, dire, en quoi. fait, je suis pas du tout dans le milieu, en fait. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de choses, que maintenant ça me paraît. Je comprends pas pourquoi j'ai pas compris plus tôt, mais ça paraît tellement stupide. Et puis quand on est jeune, on est un peu. Enfin, j'étais pas très mature. Enfin, j'imagine que je comprenais pas tout. Et non, j'ai fait mon petit chemin en posant des questions aux gens. Et puis, en fait, après ma deuxième année junior, donc Claude a monté ce team et je me suis retrouvé dans un groupe de personnes qui pareil, commençaient un peu l'aventure en Coupe du Monde. Et là, tout de suite, on est plus de monde, donc c'est plus facile, ouais. Mmh. Mais j'ai été aidé par tellement de personnes. Ouais. Ouais. J'ai aidé par des parents d'autres riders, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont aidé, hein. Mmh. Que ça soit pour bricoler le vélo ou pour m'emmener sur les courses et jusqu'à, je pense, 2015, sur les Coupes de France, je dormais en tente, en fait. J'avais tout mon truc et je rentrais dans la voiture ou dans le camping-car de quelqu'un et puis sur place, je dormais dans la tente. Et voilà. Ouais, c'était des bonnes années. C'est différent de maintenant parce que tu passes beaucoup de temps le soir dans le paddock à discuter avec tout le monde et ouais, j'adorais ça. Mmh. Qu'est-ce que, Et oui, pour finir, j'ai toujours été immensément passionné par le vélo et je pense que ça m'a beaucoup aidé à, toujours continuer et toujours, aller de l'avant. ouais. Bah, c'est vrai que, la passion du vélo, bah, c'est un truc, bon, on est tous là pour ça. Ça paraît évident, mais il y a des gens pour qui la passion est encore plus forte, quoi. Elle te pousse à faire des trucs, que certains, enfin certains arrêteraient, en fait. Enfin, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop long, parce que ça coûte trop cher, C'est sûr qu'avec, enfin, je pense à mon parcours, si t'es pas passionné, tu vas pas jusqu'au bout, hein. Ou alors faut être vraiment passionné de compétition, enfin, faut vraiment avoir un esprit compétition pour, je pense qu'il faut au moins un des 2, sinon on arrête, assez vite. Toi, tu te définirais comment? Parce que tu pas un assoiffé de victoire. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en t'entendant, la victoire est une conséquence heureuse et forcément, tu vas la chercher parce que tu es arrivé à un niveau où tu t'en es rapproché. Mais je veux dire, tu pas commencé les courses juste pour gagner. Hem, je sais pas, c'est presque, Si? une question de psychologue ça. Ah ouais, non, mais j'avoue. Non, en fait, si j'ai quand même l'esprit, enfin, c'est sûr que j'ai l'esprit compétition de toute façon, Mmh. mais je pense que pour moi, quand j'ai commencé aussi partir sur le week-end de course, tu vois, tout seul, sans mes parents, tout ça, c'était comme une grande liberté pour moi, heu et c'est devenu aussi, comment dire?
mon moyen d'exister. Enfin, je veux dire, dans ce monde, je suis vraiment quelqu'un. Du coup, c'est où ça pousse aussi. Euh, Et si j'ai toujours voulu faire mieux. Enfin, la compétition, de toute façon, quand je fais un bon résultat, je suis pas content et c'est important pour moi. Enfin, j'ai du stress. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Mais je pense qu'on a moins l'impression que je suis assoiffé de victoire parce que je suis peut-être un peu plus réservé ou dans mon monde ou j'ai pas du tout le même caractère que Amaury, par exemple, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est vrai que qu'on peut peut-être être biaisé par ça justement, mais à l'intérieur, tu peux avoir soif de victoire. Non, mais je disais ça surtout parce que, hem, je sentais que ta motivation, elle venait aussi de cette passion du vélo et du fait de progresser, tu vois, tout le temps en permanence et de: «Ah et tiens, tu t'en rapproches et tu fais mieux. Ah bah, tiens, tu as envie de faire mieux» et tout ça. Hem, Ah oui, ça, c'est sûr que ça m'a toujours drivé. Chaque saison, mon objectif, c'est de faire mieux que la saison passée et que je cherche toujours des moyens de progresser, mais à la fin, c'est la même chose. Et ce qu'on voit pas, parce que pendant longtemps, t'es pas dans les derniers à passer à la télé, mais je suis toujours allé chercher ces résultats et j'ai toujours essayé de progresser. Donc, la soif de résultats, du moins, ça a toujours été là avec le niveau que j'avais au moment donné. Ouais. et donc là, tu as fait un gros changement l'année dernière. Ouais. Tu es passé chez Scott. Yes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as dû t'adapter à ce nouveau vélo, ce nouveau châssis, cette nouvelle équipe, par rapport à, ce que tu connaissais, avec, Dorval pendant 11 ans? Comment tu t'y es fait? Hem, Ça il y a plusieurs choses. Ça a été plutôt facile au final pour moi parce que déjà, je reste dans un team français avec, Patrice qui est team manager. Hem, Quand j'ai négocié, j'ai discuté avec beaucoup de teams, avec, Team Scott. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu venir avec beaucoup de mon staff de chez Dorval et je suis super fier de ça, d'avoir pu garder, ces personnes auprès de moi parce que ça a mis des années pour les trouver. Heu, Trouver des personnes qui sont très fortes dans leur, travail, il y en a beaucoup, mais pour que ça matche avec le team, pour que c'est la même mentalité, c'est tout de suite plus compliqué. Ça prend des années, on va dire, à raffiner. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais Mmh. et Et c'est qui ces personnes? Tu peux nous dire? ça fait du monde, mais en gros, du côté mécanique, j'ai Thibaut qui est mon mécano sur toutes les courses et qui est là pour, faire bicher le vélo, pour le race run et que tout soit parfait. J'ai, Yannick qui était, mon mécano chez Dorval avant et qui est maintenant dans une position plutôt technicien et qui est là toute l'année pour la performance du vélo. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on fait beaucoup de stages avec lui. Il réfléchit beaucoup à comment on peut améliorer, tout ça et pendant la saison, c'est pareil, il travaille sur le futur et il est à 1 heure de chez Scott, donc ça aide pas mal. Mmh. Heu, Samuel Sbinden qui est un G qui aide Yannick, ils font un duo de fou. Ce qui est marrant, c'est que moi, je fais tout mon testing à l'aveugle et eux, ils peuvent parler allemand. Donc, en fait, ils peuvent se dire plein de choses et moi, je comprends pas. Et donc, on arrive à vraiment faire du testing à l'aveugle facilement, sans que j'ai les infos. Donc ça, c'est du côté mécanique. Et après, chez Lorva, on avait Adrien qui était là depuis longtemps, kiné coach. Donc, il est là. Moi, ce que je trouve super important, c'est pour les échauffements au départ. C'est super important pour moi, mais aussi à réfléchir à toute la performance physique des athlètes. Jay Crunch, qui est là pour la communication, qui était là chez Dorval pour la communication, et les photos vidéo. Mmh.
Et voilà, ça fait déjà pas mal de monde, hein. Ouais, ça fait une petite. La plupart des pilotes, ils bougent juste avec leur mécano et Mmh. des fois même pas. Et donc, on a eu Pat au micro dans Roue Libre Ouais. il y a quelques mois et on a parlé du système et on a parlé de comment il construisait le team. Mais comment est-ce que tu as géré avec lui le fait que bah, lui, il avait déjà un peu une structure, que toi, tu veux venir avec ton équipe, ça marche pas toujours, quoi. Comment est-ce que vous avez fait en sorte que justement ça marche? Ou est-ce que c'était juste, il fallait que ça marche? Heu, il faudrait poser la question à lui, je pense que Mmh. c'est plus facile. Moi, en fait, j'ai le changement de team, vu que je suis resté entouré des mêmes personnes, ça fait j'ai eu plus l'impression que ça fait comme si 2 teams se rassemblaient et deviennent un plus gros team que vraiment que j'arrive et je dois m'intégrer à un nouveau team. Mmh. Du coup, ça a été assez facile l'intégration. Hem Et après, ben, je pense que les personnes que j'ai ramenées étaient vraiment complémentaires aux personnes qu'il y avait déjà. Tu vois, par exemple, on avait Flo Payet pour les lignes et tout, hein, donc c'était génial, mais je pense que du côté performance, il en manquait un petit peu chez Scott avant que j'arrive et que moi j'ai ramené ce plus avec, l'équipe, ouais. OK. Et alors on a vu que tu avais eu des enfin, c'est pas toujours facile de s'adapter à un nouveau vélo. Comment est-ce que toi tu t'es adapté au nouveau Gambler? Moi j'ai pas coupé, c'est-à-dire que j'essayais déjà le nouveau Gambler avant la dernière coupe du monde, Mmh. en c'était 2024, ouais. Et le vélo était en plein développement, il était pas encore sorti, donc ils avaient fait déjà un énorme job, le team et moi j'arrivais plutôt sur la fin et en fait, malheureusement dans le team les pilotes ils étaient tous blessés, donc toute la fin du développement s'est reposée sur mes épaules. Donc ça a été un énorme travail, pendant tout l'hiver où j'ai fait plus de 500 runs de testing, ce qui est énorme. Et en fait, du coup, enfin, je suis arrivé à la saison, c'est sûr que j'étais bien dessus, hein, parce que le vélo, à la fin, je l'ai un peu fait pour moi, Mmh. j'en ai profité. Mmh. Bien sûr. Et puis en plus, enfin, là, avec Scott et tout, les ingés, enfin, ça a été génial, quoi. On peut être fier de à quoi on est arrivé et quand je vois, je relis les tests un peu qu'il y a dans la presse et tout, ils ont l'air vraiment contents, donc non, pour moi, ça a pas été trop dur de m'y faire, en fait, au vélo. Heu, il y a plus le fonctionnement du team, ça prend un peu plus de temps, et après, voilà. Moi, juste, personnellement, j'avais une pression parce que changement de team, on a envie de performer et puis j'avais en début de l'année dernière, j'avais vraiment cette envie de montrer à tout le monde que ce vélo, il est incroyable, quoi. Mmh. Donc j'étais hyper confiant et motivé, en fait. Ouais. Et donc là, par exemple, tu arrives à Loudanviel, heu, donc une piste que tu connais bien, sur laquelle tu as brillé par le passé. Est-ce que tu as le sentiment que tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui pour performer et peut-être, refaire un résultat comme, ce que tu as déjà fait? Ouais, ouais. Ce qui est marrant, c'est que dans la compétition, on a rarement cet état d'esprit de on a tout ce qu'il faut parce qu'on est toujours en train de chercher, des manières de progresser, des manières d'aller chercher donc d'un côté, j'ai envie de dire: «Oui, c'est sûr que j'ai tout ce qu'il faut» et d'un autre côté, on est toujours là: «Est-ce qu'on peut optimiser encore ça ou encore ça ou encore ça?» On a toujours des petites idées comme ça mais oui, oui, il y a pas enfin et après comment j'aborde chaque course, j'essaie de toujours l'aborder de la même manière, que j'ai fait des bons ou des mauvais résultats, sinon, après on se prend vite, par les émotions et ça devient plus dur de bien gérer un week-end de course, ouais. Mmh. Ouais. Hem, bon, on va évidemment te souhaiter, le meilleur pour ce week-end, hein. Merci.
plein de bonnes choses. Je voudrais aborder avec toi un sujet dont on avait déjà un petit peu parlé ensemble. C'est le côté médiatisation. Mmh. C'est le côté visibilité, qui est peut-être un élément sur lequel tu as beaucoup progressé. Merci. Non, mais c'est vrai. Je vois tes vidéos, enfin dans les de roulage sur des passages engagés et des trucs qui popent sur mon Insta et venant de nulle part et tout. Je fais: «Ah ouais, OK, donc Benoît Coulange s'est transformé en créateur de contenu». Heu, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que enfin de cette, de la visibilité? C'est-à-dire de toi, d'être visible. Est-ce que tu as conscience que c'était quelque chose sur lequel, tu avais besoin de travailler ou, qu'en fait, tu avais seulement besoin de te concentrer sur les courses? Comment tu abordes ce sujet? Hem, Déjà, enfin, pour en revenir au début, heu, des fois, ça arrive qu'on me dise: «Oui, t'es pas trop médiatisé», mais quand on regarde, ça fait pas très longtemps que, on va dire que je suis dans le top 10 de la coupe du monde. Avant ça, j'étais loin derrière et en plus de ça, en tant que Français, on a énormément de Français devant nous qui qui prennent la visibilité quand même et les médias français, même s'il y en a beaucoup, bah, forcément, ils préfèrent parler du premier. Enfin, c'est complètement logique. Donc en tant que Français, au départ, pour la compétition, c'est génial parce qu'on a des exemples qui nous motivent, on voit comment ça marche et il y a une forte compétition en France, donc ça fait progresser tout le monde. Mais du côté médiatique, ben, on se le sépare un peu, le côté médiatique malheureusement, entre les riders. Donc forcément au début quand j'étais plus loin dans le classement, j'étais moins médiatisé que maintenant. Et ensuite quand je suis arrivé sur, sur les podiums et tout, on a forcément plus parlé de moi. On a voulu plus découvrir qui j'étais. Mais moi, pendant longtemps, sur les réseaux sociaux, j'ai fait la même chose et on m'a dit: «Ah maintenant tu bosses plus tes réseaux», mais en fait, je faisais déjà ça avant. C'est juste que malheureusement, tu te retrouves moins devant, quoi. Et oui, en fait, pour le reste, depuis que j'ai, Jay Crunch qui s'occupe de la communication, c'est sûr que sur les courses, on fait beaucoup plus de choses et j'essaie de parler un peu plus de moi, qu'on crée plus une connexion avec les fans. Surtout que dans le monde de la descente, souvent, la communication, elle passe par le matos, les vélos, tout ça, la technique, mais on parle pas trop des pilotes de plus en plus, mais Mmh. donc j'essaye un peu plus de montrer ma personnalité, c'est sûr. Et après, tout ce qui est, dont tu parlais au départ, des lignes, on va dire engagées ou techniques, c'est que, heu, moi, pendant l'hiver, j'ai toujours des délires et une année, ça peut être la moto d'enduro, une année, ça peut être la moto trial. Comme cet hiver, j'ai fait beaucoup de moto trial, par exemple. Hem Et il y a 2 3 ans, en fait, j'ai pu, voyager dans plein d'endroits comme en Nouvelle-Zélande ou Canada où il y a beaucoup de lignes comme ça très engagées où au lieu de prendre beaucoup de vitesse comme je fais toute l'année sur les coupes du monde et ben, c'est plus vraiment de la technique lente et moi j'avais envie je vais vite toute l'année et pour aller plus vite, ça commence à me demander beaucoup d'énergie. Mmh. Donc j'avais envie de nouveaux petits challenges qui soient un peu différents, mais qui restent sur le vélo. Et ça m'a tout de suite plu en fait, ces lignes un peu lentes où il faut vraiment gérer son freinage, l'équilibre, tout ça. Et du coup, c'est devenu pendant un hiver vraiment mon délire. Et je me suis dit là, il faut vraiment que je progresse parce qu'en plus je suis nul. Et du coup, j'ai commencé à creuser des lignes parce que moi, j'adore passer du temps dans les bois ou dehors et si je suis pas sur le vélo, je suis en train de diguer, creuser des lignes ou faire de la moto ou enfin me promener dans les bois, quoi. Je passe mon temps dehors. Donc j'ai créé plein de lignes comme ça et en fait, au bout d'un moment,
bah, forcément, tant qu'à faire, je vais les filmer quand je roule, quoi. Et en fait, le problème avec ces lignes, c'est qu'elles sont hyper techniques, mais en vidéo, on s'en rend pas trop compte. Donc, je me suis dit: «Il faut que j'explique un peu, pourquoi c'est technique ou qu'est-ce que je fais sur ces lignes, quoi». Donc je trouve que enfin, moi, j'aurais été sur Insta, je trouve que c'est cool de voir ça, quoi. Et du coup, là, je commence à être fier du niveau que j'ai pris là-dessus parce que je commence vraiment à faire des trucs plus engagés et plus durs et et pareil, c'est des trucs que je me voyais pas rouler avant, ouais. Ouais, en tout cas, En Et puis aussi pour mon image, mmh. maintenant je fais partie un peu de ceux qui roulent les trucs techniques comme ça, c'est cool. Non, mais alors déjà, il y a le premier truc, c'est que si tu attends, des médias qui te médiatisent, bon, bah, enfin, en fait, tu fais confiance à des gens qui ont leurs propres intérêts, tu vois? Donc enfin, par exemple, moi, j'attends de personne qu'on me médiatise. Je le fais moi-même, tu vois? Donc et je pense qu'aujourd'hui, les pilotes, de plus en plus l'ont compris. Et dans la mesure où avec, les réseaux, tu vois, chacun peut être son propre média, enfin chacun peut être un média. C'est ce que je suis devenu avec En roue libre, hein. Enfin, tu besoin de demander l'autorisation à personne en quelque sorte. Et aujourd'hui, ce que tu fais avec ta création de contenu en filmant tes lignes, bah, je trouve que voilà, tu as un format qui est cool, ça permet d'exprimer ta personnalité, ça permet de montrer ton niveau et je crois que les gens se rendent compte que, bah, ouais, Benoît Coulange, il gagne des coupes du monde, il y a une raison quand même. Donc voilà, moi je trouve ça très cool et je suis et voilà et je suis content qu'on puisse voir ça aussi de l'extérieur parce que, ma ma frustration en quelque sorte te concernant, c'est que, on a pu passer un petit peu de temps ensemble, à Morzine, au Jet, rouler ensemble, hyper cool, mais j'ai pu avoir du mal, tu vois, à trouver des points d'accroche. Tu vois, des trucs où je me dis: «Vas-y, je vais le lancer sur le sujet» et tout ça. Mmh. Après, c'est ma responsabilité, hein, tu vois, c'est pas toi, mais du coup, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup plus de, tu vois, de matière, de points d'accroche et je pense que ce travail que tu fais, il permet à des gens de te découvrir et de se dire, «Ah, Benoît, c'est un chouette gars, quoi». Ouais, c'est sûr, mais enfin moi je fais de la compétition et enfin même toi par exemple, tu vois, tu as invité, Loïc Bruni ou Amaury Pierron, enfin les numéros 1 et leur image, ils l'ont fait avant tout avec leurs résultats. C'est pas avec, leur chaîne YouTube qu'ils ont fait leur image Ouais, et enfin, il y a des pilotes super bons et qui sont pas devant comme, par exemple, Antoine Piron. mmh, Tu vois, tu l'as pas invité. mmh. Ce que je veux dire, c'est que forcément et enfin, malheureusement, je connais personne à la compétition ou qui fait des très bons résultats et qui ont leur image grâce à Alors leurs médias. ouais, en fait, Il y a peut-être WinTV, mais bon, enfin, comment dire? C'est un média. C'est plutôt un média que ouais, c'est mais en fait, moi, enfin, pour t'expliquer la manière dont puis pour vous expliquer aussi la manière dont je procède, moi, en fait, c'est une sorte de bruit, tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'aperçois des personnes et parfois, en fait, je connais pas la personne et puis je vais commencer à m'y intéresser et puis je vais commencer à construire une base dans ma tête, hein, de connaissances sur la personne et donc avec justement des points d'accroche. Et en fait, tu vois, effectivement, un Loïc, un Amaury, ou des gens comme ça, il y a des résultats, mais il y a aussi ce qu'on peut voir à côté, tu vois? Et c'est ça ouais. aussi qui construit un peu l'image des gens et c'est ça qui est intéressant aussi, encore une fois, dans ce que tu fais, il y a pas que les résultats. Donc heu, moi, je dirais alors c'est pas une recette pour passer dans En roue libre, hein, parce qu'en Oui, roue libre, c'est pas l'accomplissement ultime, hein. Je vous souhaite des trucs bien bien meilleurs que ça, hein. Mais d'une manière générale, heu, quand on partage des choses annexes en dehors de la course,
et qu'on dévoile un petit peu des côtés un peu plus personnels, bah, ça permet à des gens de commencer à nous connaître un petit peu. Je dis nous parce que bah, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont le sentiment de me connaître alors qu'on s'est jamais vu. Et d'ailleurs, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, en fait, ça permet d'avoir des points d'accroche. Bref, tout ça pour dire, pour revenir au sujet de la médiatisation, euh, est-ce que tu as est-ce que tu as vu justement qu'en en créant ces contenus, tu il y avait des choses qui arrivaient ou alors, ouais, des opportunités ou des gens ou des commentaires ou j'en sais rien, des attentions, que tu avais pas avant? Bah, à propos de toutes ces lignes un peu engagées, enfin, ce qui est bien pour moi, je trouve, et c'est souvent qu'il y a des personnes qui me disent: «Ouais, on a vu ça, c'était super engagé», et c'est sûr que pour mon image, heu, maintenant on peut me catégoriser aussi dans ce type de riding, et au final, il y a pas énormément de monde qui ont ce côté-là, donc c'est cool. Ça fait un côté en plus, de la compétition. Hem Et puis, enfin, moi après ce que j'aime bien sur ces, enfin, j'emmène plein de potes sur ces lignes, et en fait, ça fait, quand on roule, c'est beaucoup, on partage beaucoup plus. C'est pas juste on monte, on fait un lap, on monte, on fait un lap, c'est on s'arrête, faut qu'on regarde. Chacun a son avis sur comment on peut réaliser le passage, et ce qui est super drôle, c'est que, enfin, moi je roule, beaucoup avec, Pef, qui est très fort là-dedans aussi, Pierre-Édouard Ferry. Pierre-Édouard Ferry, Mmh. et c'est toujours il y a des trucs, il se voit pas du tout le faire, et moi, je dis: «Non, mais c'est facile», et il y a d'autres trucs, c'est l'inverse. Lui, il y va, presque sans regarder, et moi, j'ai peur de ouf, et c'est marrant de voir toutes les différences de qualité de pilotage qu'on peut avoir, Mmh. et du coup, j'aime bien ces types de rides parce qu'on partage beaucoup, et la dernière fois, il y a des Anglais qui descendaient en Europe, c'était Tommy, j'ai perdu son nom, et bah, ils sont venus rouler, et sur les pistes, et c'était super cool. C'est, ouais, c'est des trucs, c'est sûr que ça m'aurait pas apporté, si j'avais pas montré tout ça, quoi. Mmh. Heu, c'est encore plus de partage et de ride, et vu que c'est ma façon de rouler, et ben, je suis content. Et est-ce que tu as, par exemple, des sponsors qui disent, «Non mais c'est bien, Ouais, la Benoît, plupart vas-y», sont contents, ouais. ouais. La plupart sont contents, c'est sûr que ça fait une pendant l'hiver, il se passe pas mal de choses, en dehors durant la off saison. Du coup, ça active un peu Mmh. tout le monde, et les sponsors sont contents d'avoir différents pilotes avec différentes images, je pense. Ouais. Non, c'est sûr que ça garde, ouais, ça garde éveillé les gens sur le fait que j'existe. Et tu fais, toutes tes lignes, tu les fais en e-bike? Ouais. Ouais? Ouais, parce que je filme pas, mais on fait des montées techniques aussi. On a une piste, j'ai fait une piste qui s'appelle la Romagnac, et c'est aussi dur de monter que descendre. Mais je filme que les descentes. Je Il suis pas faut encore assez bon dans la montée. d'ailleurs, c'est marrant parce que, Et avec Flo, par exemple, des fois, on essaie de remonter. Ouais, sur les semaines de Coupe du Monde, on essaie de remonter des trucs sur les bancs de piste. On s'amuse bien, ouais, avec Flo Payet, ouais, qui est très très fort en trial, donc mmh. c'est une machine en montée. Ouais. D'ailleurs, parle-nous de la technique, e-bike en montée. Parce que, c'est un truc, c'est plutôt pas récent, mais tu vois, enfin, tu es un descendeur, moi à la base je viens de la descente et de l'enduro. Hem, Faire des montées techniques, c'était pas vraiment notre background, quoi, et le e-bike permet maintenant de faire ça. Hem, Comment toi tu abordes ça? Est-ce que, je sais pas, enfin, tu t'entraînes, tu travailles des techniques? Est-ce que ça vient du trial? C'est quoi ton approche sur les montées techniques en e-bike, Non, je m'entraîne pas vraiment. Par contre, en e-bike, je pense vraiment qu'il faut faire des tours différents qu'avec un vélo musculaire. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, parce Mmh. que
sinon, moi, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir l'e-bike et du coup, j'essaie toujours d'avoir les montées les plus rapides, on va dire, jusqu'au sommet de la montagne. Et pour moi, l'e-bike, je le vois vraiment comme la liberté, enfin le freedom, quoi. C'est vraiment, on peut aller où on veut. Mais j'aime bien le challenge, donc j'aime vraiment bien ce côté un peu challenge aussi en montée que avant. Enfin, j'aime bien le challenge technique en fait, parce que le challenge physique en vélo d'enduro normal, j'ai jamais trop accroché. Ouais. Et après, moi, je travaille pas trop la montée en e-bike, c'est juste que quand je sors, j'essaie quoi. Mais les techniques, je sais pas, je suis pas sûr d'en avoir vraiment développé des. Il faudrait que j'apprenne un peu parce qu'il y a forcément des moyens, mais moi, ça vient plutôt de la moto trail ou la moto enduro un peu extrême, ouais. Où on essaie de sentir un peu le grip du pneu arrière. Et après, voilà, c'est le franchissement. Je fais pas encore des trucs trop gros en franchissement. On a on a un rocher là qui fait la hauteur de la table et en fait, pour l'instant, je rentre dedans à fond, quoi. On entend la jambe taper dans le rocher, donc Ok. voilà. Bon, on n'est pas loin d'avoir des nouveaux formats de contenu sur l'Insta de Benoît. Bon, en tout cas, voilà, on mettra ton Insta, on mettra tes réseaux, voilà, dans la description de l'épisode, comme ça, ceux qui voudront voir un petit peu les techniques, eh ben, ils pourront Trop s'en bien. donner à cœur joie. Aujourd'hui, tu as 31 ans? Ouais. C'est ça? Heu, tu te vois faire ça combien de temps? T'es un GOAT, façon minard ou? Je dirais oui, mais en fait, je pense vraiment que ça dépend que de la motivation, en fait. Pour l'instant, je suis super content d'arriver sur chaque coupe du monde et je suis hyper motivé, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Donc pour l'instant, je vais continuer. Non, je dirais longtemps. Après, c'est sûr que si au bout honnêtement, c'est dur de voir tous ces jeunes arriver parce que chaque année, on a l'impression qu'ils vont nous pousser à la retraite, quoi. C'est maintenant avec ces systèmes de qualif en plus, c'est un peu stressant. Donc c'est sûr que s'il y a 5 nouveaux juniors qui débarquent en EX chaque année et qui se retrouvent devant nous, on va vite se retrouver loin. Et ça peut pousser on va dire à la retraite, mais le problème, c'est que moi, je continue à penser que chaque année, je suis meilleur dans mon pilotage, dans ma vitesse, tout ça. Donc, j'ai pas envie d'arrêter, en fait. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Et voilà. Et puis, j'ai des rêves qui sont toujours pas réalisés. Donc, C'est marrant parce que j'étais en train d'y penser à ce moment-là. Je m'étais dit, ouais, forcément, tu rêves de gagner une Coupe du Monde, t'en gagnes 2, bon, bah, tu veux un petit peu plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et là, il faut qu'on commence à aligner encore un peu plus de planètes. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est. Si je pense si j'arrête de rêver, ouais, je m'arrêterai de faire du vélo. Enfin, de la compétition, du moins. Et donc, on va dire que c'est des Asa ou des Jackson qui peuvent t'empêcher de rêver, quoi. Ouais, après, il y a toujours des opportunités. Ils sont pas infaillibles. Mais il faut quand même. On le voit dans tous les sports. Ouais. Quand on voit là récemment Roxen qui gagne, qui est assez âgé pour le motocross, donc ouais. C'est plein d'inspi qui donnent confiance. Un Wout van Aert qui gagne le Roubaix. Ouais, c'est beau aussi. Ouais. Ça, c'est beau. Bon, ok. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on parle quand même du titre de champion du monde. Hein. Ouais, ou même un général. Ou même un général. Mais ouais, petite arc-en-ciel, c'est quand même sympa. Est-ce que tu penses que le chemin entre top 80 en Coupe du Monde jusqu'à gagner une Coupe du Monde est plus dur que de gagner une Coupe du Monde à champion du monde ou un général?
Je sais pas, c'est comme si tu disais, c'est plus dur de gagner 1 000 enfin de faire 1 000 000 € ou d'en faire 10. Bah, C'est un peu différent. ouais, mais je dirais que t'as tellement énormément progressé en termes d'approche et de mindset pour arriver parce que gagner une coupe du monde, c'est quand même pas rien. Enfin, tu vois, enfin gagner une étape de coupe du monde, en gagner 2, c'est énorme. Gagner un championnat du monde, c'est être là sur le jour J et vraiment performer le jour J avec toute cette pression. Gagner un général, bah, faut réunir beaucoup de trucs sur la durée, il faut être hyper régulier. Moi, je miserais quand même je dis pas que je miserais plus sur un championnat du monde, mais je dis qu'un championnat du monde, tout peut arriver sur une journée. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Maintenant, il y a tellement de pilotes qui peuvent faire péter. Mmh. Et on voit un Jackson, qui est magnifique. On ne sait pas évidemment si un Loïc, l'aurait battu. Qui sait? Mais voilà, en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que en t'entendant, enfin, en tout cas, perso, moi et évidemment les gens qui nous écoutent, comme on aime tous un petit peu les histoires tu sais, pas d'outsiders, mais tu vois, des seconds et on a envie de les voir gagner. C'est un petit peu ça qui rend les histoires cool. Quand on Mmh mh. commence à voir, des gens où on est sûr qu'ils vont gagner, bon, on est content, mais quand on voit des gens qui travaillent dur, et qui progressent bah, on a envie de les voir gagner aussi, quoi. Yes. Donc voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est évidemment ce que je peux te souhaiter pour la suite. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Benoît Coulange? Bah, de continuer à avoir autant de passion, je pense, pour le vélo et pour, profiter de la nature, on va dire. Mmh. Voilà, et la liberté. Et de ta passion. Ouais, bon, Et après les objectifs sportifs, c'est autre chose, mais je suis déjà super content d'avoir réalisé des gros rêves. et il en reste d'autres Oh et là on là. va être, au taquet derrière toi pour poursuivre ça. Si tu avais quelqu'un que tu voudrais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? C'est marrant parce que, enfin, moi, quand j'écoute, j'aime bien avoir de nouvelles personnes que je connais pas, Ouais. justement, donc surtout quand tu as interviewé des personnes d'industrie, je trouvais que c'était intéressant et de voir d'autres milieux. Hem, je dirais en sportif français, moi, j'aimerais bien En vélo, hein, en quand même. vélo, ouais, Mmh. Rémi Thirion Ouais, parce que moi, il y a toute une partie de son histoire que je connais pas et que je trouvais ça intéressant, je pense, au début. Hem et voilà et puis surtout, il a un toucher de terrain qui est assez incroyable. Quand il roule, enfin moi je m'estime bon dans la boue, mais lui quand il roule dans la boue, c'est assez incroyable comment il arrive à avoir du contrôle à pouvoir changer d'appui comme ça sur un sol glissant, c'est assez bluffant. Et après plus, mais toujours dans la performance, je dirais, Arthur Kett. ouais. Bon moi j'aimerais bien connaître les secrets, mais s'il te plaît Arthur, donne-nous des conseils. Donne-nous des secrets plutôt. Des tips, on veut des tips. OK. Voilà. Non mais ouais moi enfin, Arthur Kett, donc c'est, responsable de la performance chez Commensal, je sais comme ça le Mucoff, ouais, Mocoff, ouais. qui est mais surtout c'est pas que sur le vélo en lui-même, c'est sur toute l'équipe. Et des fois je me demande pourquoi il y a pas plus de teams qui fonctionnent comme ça, enfin qui prennent une personne comme ça qui est vraiment axée sur toute la performance du team. Et ouais, il y a plein de choses, enfin moi en tant qu'athlète que j'aimerais savoir. OK. Parce que mettre, leurs 4 pilotes, élite men,
dans le top 10 à la première Coupe du Monde de l'année, c'est pas de la chance. Ouais. Ouais, il y a un peu de taf, ouais. Très bon. Un mot pour la fin? Ouais. Rouler, hein. Profiter de la nature. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Merci. OK. Et voilà. Merci de m'avoir fait vivre un événement comme ça quand j'ai gagné les jets. Toutes les personnes qui étaient là, c'était incroyable. Message pour les fans. Parce qu'en plus, on a compris que ça servait à quelque chose quand même. Qu'il y ait des gens qui Oui, oui. hurlent sur le bord de la piste. Bah, c'est sûr. Mais ouais, on devient, enfin, avec l'âge, de meilleur chaque année pour faire abstraction de ça, je pense. Mmh. Ouais, alors en même temps, faut faire abstraction, Mais mais en même temps, faut qu'il y en ait, quoi. la fête à la fin, c'est avec tout le monde, donc s'il y a Ouais. personne, Ouais. c'est moins bien. OK. Bon, écoute, on va souhaiter et te souhaiter qu'il y ait un maximum de teuf, hein, Merci. à l'arrivée sur le bord de la piste. Bah, écoute, mon mot de la fin, merci. Merci aussi. Merci pour je trouve ce parcours qui montre que, c'est pas que n'importe qui peut y arriver, mais n'importe qui de suffisamment passionné et déterminé, Mmh. qui a envie d'y aller et qui croit en ses rêves, heu, peut y arriver. Ou en tout cas peut se rapprocher très, très proche de ses rêves et parfois cocher la case. Yes. Croyez en vos rêves. Ouais, Même les plus fous, ça peut arriver. Mais ouais, ouais, ça me fait penser juste, il y a eu un grand moment de stress dans ma carrière où ça devait être autour de 2017-2019 où je stagnais. J'étais un peu aux portes du top 10, j'étais plutôt top 20 et à cette époque-là, le team, il avait pas énormément de moyens. Donc en fait, c'est moi qui gérais, chez mon père, c'est moi qui avais le van du team et qui gérait le stock des pièces dans le camion et c'était assez, enfin, stressant. Enfin, moi, à ce moment-là, je commençais à gagner ma vie avec le vélo, mais j'étais athlète, mais j'œuvrais aussi beaucoup pour le team dans ce sens-là. Et dans le team, c'était un peu, comment dire? Stressant parce qu'on avait, pour 5-6 pilotes, voire plus, on avait un mécano, des fois 2. Et du coup, moi, pour essayer de gagner du temps à ce moment-là, avec les mécanos, je leur disais: «Mais essayez de me faire des listes de ce qui manque, tout ça, Mmh. pour que quand moi j'arrive, j'ai juste à charger ça et pas tout regarder, parce qu'il fallait déjà faire sécher les bâches, du pit, tout ça, enfin bref. Et ça créait de la tension parce que forcément ils avaient pas le temps, enfin c'était impossible enfin avec tout le taf qu'ils avaient, en fait, ils avaient pas le temps, donc Mmh. ça créait plein de tensions et d'un autre côté, moi, si du côté sportif, en 2019, par exemple, je suis blessé, donc j'ai presque rien fait de l'année et je savais que si j'enchaînais une deuxième année comme ça ou sans résultat, c'était peut-être la fin de ma carrière et la fin de ce premier rêve que j'ai atteint, on va dire, de pouvoir vivre, du vélo et c'était ouais, des moments stressants quand même. Enfin, quand j'y repense, j'ai vraiment avancé de rêve en rêve. Au début, enfin, c'est des petits objectifs, mais juste aller faire une coupe du monde sur l'autre continent, c'est déjà une méga expérience quand on est jeune et après je rêvais juste de passer sur Red Bull TV, par exemple, pour que ma famille ou mes potes, ils puissent me voir. Ensuite, essayer de faire son premier top 10 et puis le premier podium. Tout ça pour dire, ouais, je dirais en mot de la fin, croyez en vos rêves et essayez d'en avoir. Et d'en avoir qui sont réalisables aussi. C'est juste bien d'avoir ce feeling, d'avoir réalisé quelque chose dont on est fier et dont on a rêvé. Ouais. Et ben, tu fais du coaching un peu? Non, bah, je souhaite qu'il y ait un maximum de monde qui entende ça parce que c'est vrai qu'en t'entendant, hem, si on t'avait dit que tu gagnerais une coupe du monde, peut-être que tu l'aurais jamais cru. Enfin, tu voulais le croire, mais c'était loin et là, tu l'as fait.
Et je trouve ça hyper cool, effectivement, cette idée de ah ouais, je rêvais de faire une Coupe du Monde, enfin, tu vois, dans un autre continent, et puis d'être payé pour faire du vélo, et puis de faire du top 10, et puis machin, et puis finalement, tu as progressivement coché toutes les cases. Mmh. Et, voilà, il t'en reste encore quelques-unes, mais j'ai l'impression que tu es quand même en bonne voie pour y arriver. Donc vraiment merci pour ça. Merci pour ça. C'est voilà, c'est hyper intéressant, et puis j'espère que ton parcours en inspirera d'autres. Voilà. Merci. Bon, bah merci Ben. Merci à vous tous et toutes qui nous avez écoutés. Et puis voilà. D'ici la prochaine, hein. N'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, merci Ben. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et en suivant En roue libre sur Instagram et TikTok. Aussi, abonnez-vous à la newsletter En roue libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En roue libre. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.